Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo qui sera la dernière que je ferai sur Marco Verratti, une vidéo hommage, une vidéo adieu pour un joueur qui aura marqué les 10 dernières années du club, et c'est peu de le dire parce que Marco Verratti, tout semblait indiquer déjà que le PSG était très ouvert à un transfert du milieu de terrain italien, et le fait qu'hier ou avant-hier il n'ait pas été inscrit sur la liste des joueurs pour la Ligue des Champions 2023-2024 du PSG laisse évidemment sous-entendre que le joueur va partir, parce qu'un joueur de ce niveau-là, il n'y aurait aucune raison, à part le fait de le vendre, pour refuser de l'inscrire. Et donc j'ai décidé de vous parler du parcours de ce jeune Italien. Marco Verratti, il est né en 1992 à Pescara, le club dans lequel il a commencé à jouer au football, et il a connu le monde professionnel avec eux. Et très rapidement, Marco Verratti, c'était un crack déjà, tout jeune, à 17-18 ans. Il se fait repérer par la Juventus de Turin. Il reste à Pescara toute cette année-là et le transfert semblait bouclé. Il devait absolument signer à la Juventus. Sauf qu'entre-temps, le Qatar débarque au Paris Saint-Germain et emmène avec eux énormément d'argent, des sommes qu'on n'avait jamais vues. Rares étaient les transferts qui dépassaient les 30 millions d'euros à l'époque. Et autant vous dire que quand le PSG met 45 millions d'euros sur Javier Pastore, tout le monde commence à se dire que le PSG c'est un candidat sérieux. D'autant que le PSG a réussi à doubler la Juventus de Turin et à mettre 15 millions d'euros sur la table. Il y avait eu des visionnaires, vous les verrez peut-être à l'écran, qui reprochaient évidemment la somme dépensée par le PSG sur un joueur qui venait, c'est vrai, de Série B, donc de deuxième division italienne. Marco Verratti et le Paris Saint-Germain, ça a été une idylle, réellement une idylle, parce que le joueur, bien qu'il venait de la Série B, bien qu'il était encore super jeune, bien que son gabarit fait que c'est pas le joueur le plus imposant physiquement, il fait tout juste 1m70. Alors, il a révélé que 1m65 c'est la taille qu'il faisait à 15 ans, c'est pas sa taille définitive, bref, petit aparté. Et donc tout le monde se disait, c'est qui ce mec là, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'il va pouvoir mener le milieu de terrain du PSG, parce qu'à cette époque-là, faut pas oublier que le PSG était en reconstruction et que les joueurs qui étaient là n'étaient pas forcément les meilleurs de la planète. Donc après quelques mois où Verratti illumine quand même pas mal les matchs du PSG et montre à la Ligue 1 qu'il est capable d'être complètement fou et en même temps de jamais se louper. Verratti, c'est un joueur qui aime plus que tout dribbler dans sa surface de réparation, qui aime prendre un nombre de risques incalculable. La dernière chose, c'est que Verratti il aime énormément jouer avec 3 joueurs qui font le pressing sur lui, et il trouve systématiquement moyen de se dégager. Qu'il soit très immature et qu'il lui soit arrivé de prendre des cartons rouges parfaitement inutiles et parfaitement stupides, Verratti, aux côtés de Thiago Motta, je pense que c'est le meilleur Marco Verratti qu'on ait pu connaître. J'ai très rarement vu un joueur de ce niveau-là dans un milieu de terrain. Et ce niveau de jeu-là, il se fait remarquer évidemment dans toute l'Europe. Je pense notamment à ce match où Marco Verratti s'est permis de dribbler alors qu'il avait même pas encore 20 ans. Xavi et Iniesta sur le même dribble, sur la même action. Et au Camp Nou, les gens ont même applaudi ce que Marco Verratti venait de faire. C'est vous dire que le niveau de jeu du mec, il était monstrueux. Il dit avec Verratti, tout n'était évidemment pas rose, et on lui reproche très souvent d'avoir pris des cartons jaunes totalement inutiles. Et très souvent, c'était à base de contestation, à base de j'empêche l'adversaire de jouer, à base de petits gestes d'anti-jeu ou de négociations constantes, soit avec les adversaires, soit avec l'arbitre. Bref, il n'arrêtait pas de parler. Et forcément, comme les arbitres français ne sont pas les plus pédagogues, ils se prenaient systématiquement des cartons évitables. Et le gros problème avec ça, c'est que du coup, eh bien, on savait qu'un match sur 4, on perdrait Verratti à cause d'une suspension. Vraiment, ça ne nous a pas empêché d'aimer le joueur, il a toujours eu des performances à un très haut niveau, et Verratti, on a surtout apprécié de lui le fait qu'il soit capable de transcender le milieu de terrain et en gros de tenir la baraque. Bien de transcender le milieu de terrain, parce qu'après les départs successifs de Matuidi et de Motta, le pauvre petit Verratti s'est retrouvé un petit peu orphelin de 2 personnes sur qui il pouvait compter dans le milieu pour rattraper si jamais il faisait des erreurs. Et malheureusement pour lui, eh bien, quand vous tenez la maison tout seul, c'est très souvent compliqué. Et même si le PSG a tenté vainement de trouver un milieu de terrain pour remplacer Motta, ça n'a jamais fonctionné. On verra avec Ugarte, mais personne, je dis bien personne, n'a su remplacer Thiago Motta. Forcément, un joueur de ce niveau-là, ça attire la convoitise.
Et on pense à l'année 2017 où le Barça montre un intérêt énorme pour le joueur. Les choses étaient vachement proches de se conclure. Dans le même temps, il y avait aussi Thiago Silva qui aurait pu aller au Barça, sauf que tonton Nasser ne l'entendait pas de cette oreille. Une envie de se passer du meilleur joueur de l'effectif. Et ils ont tout fait pour conserver Marco Verratti. Et à chaque fois que le PSG gagnait, dans la plupart des cas, on se disait heureusement que Verratti est là, heureusement qu'il est là, heureusement. Et je pense que Verratti a sauvé pas mal de têtes parce que les résultats du PSG n'étaient pas toujours bons, mais le PSG parvenait à s'en sortir grâce à notre petit Italien. En bref, les années se sont succédées, Verratti a toujours été décisif au club, il a toujours énormément apporté, et que vous preniez le Verratti de 2012 ou le Verratti de 2018-2019, il n'y a pas vraiment eu de différence dans son niveau, il a toujours été au sommet. Et je vais appuyer sur ce point en vous disant que c'est une qualité mais c'est aussi un gros défaut parce que Verratti n'a jamais été capable d'évoluer, il n'a jamais été capable de changer sa façon de fonctionner, sa façon de jouer, il a toujours continué à prendre des cartons inutiles, il a toujours continué à titiller l'adversaire, il a toujours fait du Marco Verratti et il a systématiquement posé des problèmes parce que quand vous prenez un carton jaune dès la 5e minute parce que vous contestez une touche à 90 mètres de vos cages, c'est compliqué. L'autre point négatif, gros point négatif, c'est Verratti qui nous expliquait lui-même que les blessures à répétition qu'il avait eues n'étaient pas liées à son hygiène de vie, c'est ce qu'il nous dit, mais c'était lié au fait que dès 13-14 ans, il a joué à très haute intensité, il s'entraînait à 14-15 ans avec l'effectif professionnel de Pescara, et forcément, lorsque vous êtes un joueur de 14 ans en pleine formation, en pleine croissance, et qu'on vous expose à une intensité énorme, comme celle qu'on retrouve dans un club et un effectif professionnel, eh bien le corps à un moment fatigue, et évidemment, c'est la version officiel de Marco Verratti. La réalité, c'est que Verratti, il aimait bien sortir, c'est que Verratti, il se fume entre 1 et 2 paquets de clopes tous les jours depuis 20 ans, et que forcément, ce n'est pas compatible avec un corps de sportif professionnel. Vous n'avez qu'à demander à Zlatan Ibrahimovic, à Lionel Messi ou à Cristiano Ronaldo, qui sont pour moi des exemples de régularité, si ils ont ne serait-ce qu'une seule fois touché à une cigarette. La réponse est évidemment non. Aucun joueur ne fait ça à part Verratti. Et je peux vous le dire, la plupart des blessures qu'il a pu avoir étaient liées à cette hygiène de vie. Et puis enfin, depuis, je dirais, 2 ans, donc là on est désormais en 2020-2021, Marco Verratti, on sent qu'il commence à perdre en efficacité, on sent que Marco Verratti, c'est plus le joueur incroyablement fort qu'on avait avant. On commence à voir des erreurs, on commence à voir des pertes de balles, on commence à voir un Marco Verratti pas vraiment capable de tenir le ballon entouré de joueurs, surtout un Verratti un peu fatigué qui n'est plus capable de tenir à haute intensité. Et le match qui a sûrement indiqué aux dirigeants qataris que Verratti était plus proche de la fin que du début. Match contre le Bayern de Munich où il donne 2 buts aux Allemands. Et même en phase de poule, il avait offert un penalty totalement évitable au Benfica Lisbonne, un penalty qui a fait que le PSG s'est retrouvé à la 2e position du groupe. Et à cause de cette 2e position, le PSG est tombé face au Bayern de Munich. Bref, à ce moment-là, je vous l'avoue, j'ai pas mal détesté Verratti. Et je pense que tous les supporters se disaient qu'il était peut-être temps pour lui de recevoir un peu de pression et de ne plus avoir ce statut de titulaire indiscutable et d'intouchable. Peut-être que tonton Nasser a entendu ce que beaucoup d'entre nous disaient. Bon, je pense pas, mais peut-être, sait-on jamais. Et Marco Verratti a été poussé vers la sortie par le club. Et la dernière chose que je dirais sur ça, c'est que j'espère sincèrement du fond du cœur que Verratti aura un bel hommage au Parc des Princes, qu'il aura peut-être l'occasion de jouer un dernier match sous nos couleurs, parce que s'ils font partir un joueur qui était là depuis 11 ans, qui est le plus ancien joueur du PSG, en effet Marquinhos est arrivé 1 an après lui, si je ne dis pas de bêtises, et si on le fait partir sans lui dire au revoir et sans lui dire merci, je pense que c'est que le PSG mérite toutes les remontadas qu'il a subies et mérite tous les fiascos qu'il a subis, parce qu'un grand club se doit normalement de savoir remercier un joueur. Voilà, la vidéo elle est terminée, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne, ciao.